Discussion, j'espère qu'on vous dérange le moins possible. J'ai demandé à quelqu'un qui est déjà venu dans les autres éditions du Comics Forum, qui s'appelle Jean-Michel Ferragati. Donc ceux d'entre vous qui viennent d'édition en édition ont déjà repéré ce visage bonhomme rempli d'énergie. Il est venu plusieurs fois nous parler d'histoires de super-héros dans un sens chronologique et culturel, mais il ne nous a jamais parlé de ses propres productions. Or, il se trouve que Jean-Michel mène une double vie, c'est un peu un super-héros. À côté d'activités professionnelles déjà bien chargées, voilà-t-il pas que ce garçon a décidé de devenir éditeur de bande dessinée de super-héros, ce qui, en apparence, n'est pas donné à tout le monde. J'ai trouvé intéressant que cette fois-ci, au lieu de nous parler des projets des autres, il nous parle de son projet, et parce que c'est son projet, et que c'est notre projet. Et qu'on voit un petit peu comment ça marche dans le back-office de ce genre d'aventure, comment d'abord on peut récupérer des super-héros, ou en trouver de nouveaux, ou des anciens mais qui sont tellement méconnus que ça devient nouveau. Et comment on peut en arriver au troisième tome. Le troisième tome est sur le point de paraître, c'est ça? Oui, il sort dans 2 semaines normalement. Donc déjà, est-ce que tu pourrais peut-être nous définir ce que c'est que Centaur Chronicle pour les nuls? Alors, Centaur Chronicle, c'est la réappropriation de personnages américains libres de droit, dont on tire des nouvelles histoires, entre guillemets modernes, ça se passe en 1959, et qui nous permettent aussi d'explorer leur passé avec des épisodes restaurés, donc des épisodes originaux qui ont été publiés entre 1936 et 1942. Donc c'est en effet faire du neuf avec du vieux un peu méconnu en effet, mais qui ont l'avantage d'être des personnages très iconiques et sur lesquels on peut dire beaucoup de choses. Juste peut-être une précision pour expliquer ce que c'est que ces personnages dans le droit, comment on dit, quelle expression peut utiliser, libre de droit. Libre de droit, c'est que en France on a ce qu'on appelle le domaine public, c'est-à-dire qu'en fait, en général, sauf personnages qui appartiennent à des sociétés ou exceptions comme ça, une œuvre appartient à tout le monde 70 ans après la date de décès de son créateur. C'est-à-dire que si vous avez envie d'écrire la suite de l'île mystérieuse avec la capitaine Nemo, personne ne peut vous empêcher parce que Jules Verne est mort depuis plus de 70 ans. Ce qui a permis, par exemple, à l'allemand dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires de faire tant de choses avec des personnages de romans populaires. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que même s'il y a des notions comme ça de domaine public, il y a aussi une notion qui se rapproche de ce qu'on appelle ici le droit orphelin. C'est-à-dire que techniquement, ces personnages-là sont pas tombés dans le domaine public pour une question de date, enfin de 70 ans, choses comme ça. Ils sont tombés dans une zone de non-droit parce que l'éditeur original n'a pas renouvelé la licence. C'est-à-dire que je sais plus, c'est 10 ou 15 ans. 25, étendu à 28. Il y a un moment où, si aux États-Unis, si vous ne renouvelez pas le brevet, et ben ces personnages-là n'appartiennent plus à personne, et donc ils sont à tout le monde. Oui, mais ça vient du système américain qui perçoit les créations en fait comme une invention ou une marque, et non pas comme une vraie création en fait. Donc si vous ne renouvelez pas, bah, ça s'arrête. À l'inverse, si vous renouvelez tout le temps, ça s'arrête jamais. Alors toi, ta particularité, c'est que tu t'es pas... t'as pas seulement été voir un petit peu ce qu'il y avait de disponible dans ces coffres au trésor un peu oubliés. Tu t'es dit, je veux des personnages que d'un seul coffre, à savoir la défunte société Centaur, qui a duré d'ailleurs vraiment que quelques années au tout début de l'âge d'or des comics. Pourquoi cette société-là plutôt que les autres? Alors en effet, nous, une des particularités du projet, parce qu'on n'est pas les seuls à utiliser des personnages libres de droit, c'est d'utiliser uniquement des personnages d'un éditeur qui s'appelle Centaur Comics, d'où Centaur Chronicle. Et pourquoi? Parce que en étudiant les personnages pour les besoins d'articles de chronique que je faisais pour monsieur, j'ai découvert en les lisant, parce qu'il y avait très peu de littérature sur le sujet, donc en lisant les comics eux-mêmes que j'ai trouvés sur internet, libre de droit donc reproductible, un fil conducteur, un fil rouge qui faisait que tous
les personnages semblaient liés par une caractéristique commune et qui s'étendait en fait à une géographie commune. Donc j'ai voulu garder ce lien et ne pas l'affaiblir en rajoutant des personnages d'autres éditeurs ou qui ne correspondaient pas en fait à ce lien commun. À plus forte raison, ces personnages de Centaure qui sont même relativement oubliés, même aux États-Unis, ils ont l'avantage d'être souvent des archétypes ou des prédécesseurs d'autres personnages qui sont pas derrière nous. On a Amazing Man qui a une des premières créations d'un type qui après a été chez Marvel et a créé le Prince d'Amant de Submariner, qui est un des premiers héros Marvel. Donc on est un petit peu dans l'antichambre de la création de Marvel. Oui, c'est aussi ce qui rend. Oui, c'est ce qui rend ces personnages très intéressants, parce qu'ils sont archétypaux, ils sont très bruts. Souvent, ils n'ont pas d'identité secrète, ils n'ont pas nécessairement un costume, donc on peut en faire plein de choses et les rendre beaucoup plus réalistes que des gars qui se baladent simplement en spandex. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on a des personnages qui sont des prédécesseurs. Donc, on a le premier personnage masqué de l'histoire des comics, The Clock. On a un personnage qui est un peu l'ancêtre de Kick-Ass. The Clock, c'est le type avec le chapeau. Exactement. Qui s'appelle The Rainbow, qui est un personnage classique comme vous et moi qui décide de s'habiller en super-héros pour aller dans la rue combattre les gangsters. On a le premier archer de l'histoire des super-héros, Arrow, que vous voyez là. Qui s'appelle Arrow, et ici Green Arrow s'appelle Green Arrow, parce que DC nous laisse différencier du personnage pour éviter un procès. On a la première super-héroïne, Magician from Mars. Donc ça, c'est intéressant. Et deuxièmement, tu as raison, Centaure, comme Marvel au début, passait par un studio qui s'appelait Funnies Incorporated. Et Funnies, en fait, utilisait ses dessinateurs pour faire des personnages pour tous ceux qui étaient leurs clients. Marvel était leur client, Centaure était leur client. Et du coup, on a des va-et-vient entre les deux éditeurs. Carl Burgos, qui est le créateur de la Torche humaine originelle, a aussi créé chez Centaure un autre androïde qui s'appelle Iron Skull. Le Amazing Man qu'on voit au départ ressemble pas mal à Namor, c'est Bill Everett, leur artiste commun. Et donc comme ça, on a plein de choses qui font que ces personnages ressemblent un peu aux personnages Marvel du début, qui étaient des personnages un peu fous, moins lisses d'une certaine manière que certains autres. Donc, tu as franchi le pas, tu as sélectionné des personnages. Et comment une fois qu'on s'est dit, par exemple, il y a ces 15 personnages disponibles, ces 40 personnages disponibles, comment on franchit le pas et comment on met en marche le plan pour devenir éditeur? Alors, d'abord, il faut une idée. Les personnages, c'est bien, mais moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est l'idée, et c'est, je dirais, cette idée que l'on poursuit et qui fait qu'on est toujours sur le projet. C'est-à-dire qu'on veut aller au bout de cette première idée. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut borner son projet. C'est-à-dire que quand on est un petit éditeur comme moi, on ne peut pas dire « je vais lancer quelque chose et ça va durer ad vitam ». Donc on fait quelque chose d'assez court. Alors on avait été assez ambitieux au départ, on avait décidé de faire 5 volumes. En écrivant le scénario, on s'est dit 4 c'était suffisant, et 4 déjà c'est assez ambitieux. Donc moi, s'il y a des gens qui veulent se lancer, je serai eux, je me contenterai d'1 ou 2 volumes. Les volumes font une centaine de pages, 50 pages modernes, 50 pages restaurées. Et puis deuxièmement, on essaye de trouver une équipe, parce que le comics c'est une équipe, et c'est une équipe nombreuse. Donc il y a le scénariste et porteur de projet, c'est moi-même. Après il vous faut un dessinateur, un encreur, donc là c'est le même, mais enfin ça peut être 2 personnes différentes. Il vous faut, nous, un coloriste, mais également un restaurateur, parce qu'on restaure des vieux épisodes. Il vous faut un lettreur, il vous faut un ou une correctrice, il vous faut un maquettiste, il vous faut un cover artiste, et puis il vous faut un imprimeur. Donc une fois que vous avez cette dizaine de personnes, après il faut les gérer. Les artistes ne sont pas toujours faciles à gérer. Tu montres là une page de Fred Griveau, qui était notre 2e artiste, parce qu'en fait la version, vous voyez, c'est un 3e départ. La première version, il n'y a qu'une seule page de crayonné, vous l'avez vu passer, c'était celle de Ringman sur Amazing Man. Après on a eu Fred qui est venu sur le projet et qui a dessiné 2 épisodes et un 3e qui a été crayonné, et puis qui à un moment a décidé d'arrêter. Donc on est reparti sur un nouveau dessinateur, Marty, qui a totalement fini le 3e tome et qui s'attaque au 4e, donc on arrive un peu à la fin. Mais les artistes sont pas toujours des gens faciles à manager, on va dire ça comme ça. Donc il faut vous entourer d'une bonne équipe, bien soudée, avec un objectif commun. Ça c'est très important.
est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on est à la fois le scénariste et à la fois l'éditeur, parce que quelque part le boulot de l'éditeur c'est de réguler un peu toute cette équipe. Donc comment tu sais que en tant que scénariste, puisque tu as personne dessus pour te dire, pour te donner un second regard, comment tu fais pour réguler cette histoire? Alors ça c'est une question très intéressante. Moi je suis très incertain, c'est-à-dire je suis insécure comme les Américains, donc à chaque fois que je pompe quelque chose, je me dis c'est pas bien, ça va pas passer, c'est pas assez bon. Donc il faut que cette équipe soit soudée et mon premier relecteur avant tout c'est mon dessinateur. C'est-à-dire que quand j'envoie mon script à Marty, il me fait un retour très honnête en disant là ça marche pas, là j'ai pas la place, là ça va être compliqué. Ensuite il faut s'entourer d'une équipe au-delà des artistes. Donc il faut se créer une communauté, soit avec des artistes invités qui vont nous faire des sketchbooks, qui vont nous faire des dessins, et qui aussi vont réagir. Il faut que vous ayez une sorte de premier public. Xavier me fait souvent l'amitié de relire le premier jet, Jean-Marc L'Officier, de chez Hexagone Comics. En fait, je lis pas, je me contente de dire c'est de la merde. Non, c'est pas vrai, c'est présent. Mais il faut en effet avoir du répondant, parce que le scénariste, quand en plus il est porteur du projet, il peut, et souvent il n'est pas super objectif. Donc ça c'est quelque chose d'important, et il faut vraiment que l'équipe artistique, au-delà de le produire, ce qui est déjà pas mal, parce qu'on a eu des cas où ça ne produisait pas, il faut aussi qu'elle soit force de proposition et qu'elle s'approprie le projet. Tu en as vaguement parlé tout à l'heure. La narration de Centaure, elle s'appuie sur deux époques, c'est-à-dire plus que ça, même sur un jeu de flashback sur les histoires originales qui sont rééditées. Donc, comment tu as choisi ces deux épisodes de manière à les intégrer? Est-ce que c'est l'histoire qui décide de l'épisode? Est-ce que c'est l'épisode avec la forme de l'histoire? Est-ce que c'est la poule à manger? Ouais, alors c'est un peu des deux. Alors il y a plusieurs choses qui font qu'on choisit les épisodes. Donc j'ai lu tous les épisodes qui étaient disponibles et après j'en ai tiré une timeline et une progression en me disant je vais avoir des étapes dans les épisodes modernes et ces étapes il va falloir que je les explique aux lecteurs parce que même si ces super-héros ont existé, il y a quand même assez peu de gens qui les connaissent. Donc pour expliquer on avait deux solutions, soit on faisait des flashbacks à l'intérieur des épisodes modernes, soit, et c'était ma volonté, de mettre en avant les artistes et les épisodes originaux, on mixait et dans l'épisode moderne, on se dit, le lecteur va se poser cette question, on va lui apporter la réponse par l'épisode. Ça c'est la première chose. Une fois qu'on a fait ça, on doit éliminer certains épisodes, soit parce qu'on n'a pas des masters d'assez bonne qualité pour les restaurer. Voilà, c'est arrivé une fois où malheureusement on avait un épisode qu'on voulait mettre, on en a trouvé un autre, c'était pas très compliqué. Soit parce qu'il y a des épisodes historiques qui sont moches, on va le dire quoi. Vous voyez, alors ça c'est Ringman, notre restaurateur, il blanchit les pages. Vas-y, passe à la suivante. Après, il les recolorise. Et après, c'est les traits. Et la couleur est équivalente à l'original, si ce n'est qu'on n'a pas la matrice, en fait, c'est la trame de la lithographie. Donc, par rapport aux deux épisodes, on essaye toujours qu'ils aient une mise en abîme avec les nouveaux. Donc, c'est un peu la poule, un peu l'œuf, et un peu le contraire. Parce que des fois, on doit s'adapter. Et moi, en fait, j'ai fait ça aussi pour mettre en avant les créateurs. C'est-à-dire que je ne voulais pas m'approprier des personnages sans rendre hommage à ceux qui les avaient créés. Alors là, ils n'en ont pas été spoliés, parce que bon, c'est les circonstances qui font qu'ils sont devenus un peu orphelins, comme tu dis. Mais néanmoins, je voulais vraiment que les gens se disent, c'est pas des personnages que j'ai créés, c'est pas le cas. Ce sont des personnages que je me suis réappropriés d'une certaine manière. J'ai pas été le seul, il y en a qui sont exploités par d'autres éditeurs. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il faut vraiment faire sa timeline, il faut vraiment d'un bout à l'autre être prêt, y compris sur les 5 qui sont devenus les 4 volumes en fait. Moi j'aimerais insister sur une caractéristique qui est la tienne, c'est que souvent sur ces projets-là, quand quelqu'un se lance dans ce qu'on peut appeler la production, c'est pas un mauvais terme, c'est pas le rabaisser que dire ça. C'est au contraire d'expliquer qu'il y a un autre ensemble de règles qui s'appliquent à lui et qu'il n'a pas non plus les moyens d'un grand éditeur. Mais souvent, quand on tombe sur des projets comme ça, d'éditeurs émergents, il y a un peu la règle de fais-moi 60 pages et ça te fera connaître. Et j'aimerais bien citer sur un truc que tu dis pas toi, c'est que Jean-Michel paye les auteurs. Et ça c'est très important
parce que c'est pas un milieu où on paye souvent les auteurs. Voilà. C'est un peu, si ça marche bien, tu seras payé. En général, on n'en parle pas trop. Alors, moi j'ai ce luxe à titre personnel d'avoir un métier autre qui me permet d'avoir ce fonds de roulement. Alors on essaye de consommer le moins possible, donc on essaye malgré tout que ça soit un succès dans le sens où on rentre dans nos frais. Après, ce que tu dis, ça a quand même un vrai avantage, c'est que quand vous payez les gens, je dis pas que j'ai un pouvoir sur eux, parce que c'est pas du tout mon style de management, mais à partir du moment où vous les payez, vous avez le droit de demander des choses. Ce que vous avez beaucoup moins la possibilité de faire quand la personne est bénévole. Si la personne elle fait ça sur son temps libre, eh ben, elle vous donne ce qu'elle fait quand elle le peut. Quand vous la payez, forcément, c'est un peu plus facile de lui dire, écoute, on avait prévu des délais, je t'ai soit fait des avances, soit tu sais que tu es payé, il faut respecter le calendrier. Et après, moi, à titre personnel, je considère que tout travail mérite salaire, donc je me voyais mal aller voir des gens et leur dire, on va travailler. En effet, si ça fonctionne, en sachant qu'il y avait quand même peu de chances que ça dégage du bénéfice, entre guillemets. Voilà. Mais donc c'est important, en effet, je trouve que c'est normal. Donc on prend une image par rapport au dépanner, vous ne dites pas, c'est pas la couleur que je voulais, tu la remportes. Si vous l'achetez, vous choisissez la couleur. Oui, les Russes ont un proverbe qui dit, quand il est offert, même le vinaigre est doux. Moi, il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai lu le premier album de Centaure, puisque il y a une histoire c'est limite une histoire policière, c'est sans vouloir te comparer à que tu n'es pas, ça serait mensonger de promettre ça aux gens, mais il y a des rapprochements avec Watchmen qui ouais. Alors non, en fait, ça a même failli faire capoter le projet. Quand le premier épisode est sorti dessiné par Fred Griveaux en micro-édition, bien entendu, tout fier, j'avais dit à tous mes contacts comics, ouais, on sort un truc, donc il y a quand même beaucoup de gens, une cinquantaine, qui l'ont acheté, et l'un d'entre eux m'écrit un mail en me disant « Ah, c'est super, ça ressemble beaucoup à Watchmen ». Et là, je me suis pris le mur de briques dans la gueule, comme on dit, en me disant « Ah bon ?» Et je relis, et je me dis « Merde, en effet, ça ressemble beaucoup à Watchmen ». Il y a quelqu'un qui meurt au début, il y a une équipe qui se reforme, et ils enquêtent sur la mort de ce personnage. Donc je me dis, bon bah, ça n'a aucun sens. Un, ça a déjà été fait. Deux, je ne suis pas Alan Moore, donc la comparaison ne peut être que mauvaise, défavorable. Et donc, c'est un plagiat, j'arrête quoi. Et donc j'écris à mon correspondant, qui m'avait envoyé un mail en disant, t'as raison, on va arrêter. Et il me dit, non, pas du tout, je pense que c'est une mauvaise réaction que t'as, c'est pas une mauvaise comparaison, il vaut mieux être comparé à Alan Moore, entre guillemets, qu'à Rob Liefeld. Et deuxièmement, est-ce que tu vas faire la même chose? C'est-à-dire, est-ce qu'à la fin, ça sera les mêmes tenants et aboutissants? Donc là, j'ai fait un travail sur un scénario qui était déjà écrit, en fait. Et je me suis dit, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Alan Moore, à la fin de Watchmen, il a déconstruit les personnages et quelque part, ils n'existent plus. Nous, notre ambition, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à la fin des 4 volumes, on aimerait que les lecteurs se disent, je suis attaché à ces personnages et j'aimerais bien connaître la suite. Donc voilà, après, c'est sûr que régulièrement, ça m'est dit, et en effet, je veux dire, que ce soit Watchmen ou une autre œuvre d'Alan Moore, qui je pense m'a beaucoup plus influencé sur Centaure, qui est Judgment Day, il y a des similitudes, voilà, je ne le nierai pas, mais elles étaient inconscientes en tout cas. Tu as parlé de l'équipe qu'il a fallu réunir en incorporant même dans cette équipe l'imprimeur qui est plutôt prestataire. C'est un gars qui fait partie de l'équipe, mais parce que tu le rémunères. Moi j'aurais tendance à être content qu'il est en dehors du truc. Mais une fois que tu as l'album, une fois que tu as fait tout ça existe physiquement, une partie des éditeurs, c'est aussi de s'occuper de la diffusion d'un projet comme ça. Donc comment ça se passe? Alors ça, c'est la partie la plus compliquée. En ce qui concerne Centaure, on a vendu sur le premier à peu près 350 exemplaires, sur le deuxième 250. On a eu quasiment que des bons retours. Après, on va chercher des lecteurs à la pince à épiler, c'est-à-dire qu'un par un, dans les salons, c'est vraiment compliqué. J'ai cette image d'un éditeur avec une pince à épiler en train d'essayer d'attraper les gens là-bas. Oui. Bah, c'est un peu ça, quoi. Avec des pincettes, entre guillemets, comme faisait Louis XIII. Non, l'idée, c'est d'abord, ça a été de se dire, on ne veut pas passer par un distributeur.
J'ai tellement entendu de micro-éditeurs avoir des problèmes à cause de leurs distributeurs, soit parce qu'ils faisaient pas leur travail et que justement les livres n'arrivaient pas jusqu'au lecteur, soit parce que le distributeur à un moment faisait faillite, soit parce que au moment où on a un problème, le distributeur vous lâche et vous facture les arriérés de stockage, etc. Donc on ne voulait pas passer par un distributeur. Donc le meilleur moyen d'être un peu une caisse de résonance, c'est à la fois les réseaux sociaux, donc on a des pages, on essaye de les animer le mieux possible avec le projet, et puis on est passé par un crowdfunding. Alors on est passé par un crowdfunding, il y a déjà, la première fois c'était il y a 4 ans. Je dois dire qu'entre-temps, le crowdfunding s'est à la fois professionnalisé, il y a de plus en plus de campagnes, très très professionnelles dans leur communication, donc c'est de plus en plus compliqué en amenant un crowdfunding d'avoir vraiment des gens nouveaux, entre guillemets, qui sont vraiment amenés par le crowdfunding. Ça coûte quand même un peu d'argent, beaucoup moins qu'un distributeur, donc ça reste quand même un bon placement. Après maintenant, il faut viser entre les projets pour un peu se faire exister, il faut vraiment muscler sa communication, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé, ça avait été très amateur, entre guillemets, c'était nous-mêmes qui le faisions. Donc là on rajoute un nouvel intervenant dans l'équipe qui est le community manager, qui est potentiellement celui qui décide la page de contenu. Nous on a l'avantage, c'est que comme on a déjà une base de lecteurs, quand on dit aux gens le 3e ou le 4e tome il sort, il y a quand même des gens qui reviennent sur Ulule en se disant ça va mettre en avant le projet, donc on aide le projet. Il y a des gens qui me disent mais je te l'achèterai après, ça te fera gagner de la com en fait. Je leur dis non, achète-le tout de suite, parce que certes ça fait perdre un peu d'argent entre guillemets, en tout cas je paye la plateforme de crowdfunding, mais ça me permet d'avoir de la visibilité et de me dire que ma communauté elle fonctionne bien. Et puis après on va dans les festivals. On a quelques boutiques amies qui nous les distribuent, mais si vraiment on voulait, je dirais, avoir une distribution assez importante, il faudrait qu'il y ait quelqu'un en plus qui vraiment fasse le tour des boutiques, ou plusieurs personnes en province, etc. Et là, on rentrerait dans des moyens vraiment très compliqués. Mais le crowdfunding plus les réseaux sociaux, ça permet quand même d'avoir des gens qui voient le projet un peu. Au bout du compte, toi, donc il y a à la fois la production et à la fois dans l'administratif qui est l'éditeur, quel est l'écueil principal à l'usage quand même? Tu as fait 3 ans, le 3e en train de sortir. Quelle est la principale difficulté dans ton sens? C'est les artistes. C'est l'idée d'abord. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée, une vraie idée, quoi, pas quelque chose qui a déjà été fait. Je critiquerai personne, il y a des gens qui reprennent des choses qu'on a déjà vues plein de fois. Je ne dis pas qu'ils n'auront pas un succès, un petit succès, etc. Mais je pense que c'est pas comme ça, quoi. Donc il faut faire, en tout cas, il faut partir que si on pense qu'on a vraiment une bonne idée. Quelque chose d'un peu novateur dans le traitement, peu importe. Et deuxièmement, c'est la gestion des artistes. C'est clair que c'est compliqué de faire travailler une dizaine de personnes ensemble. Voilà. Et puis, le financement, moi, en partie, c'est pas mon souci, puisque j'alimente au fur et à mesure en fonds propres. Mais on voit quand même régulièrement des gens qui ont des soucis parce que la campagne n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils pensaient, et du coup, ils ont des difficultés à sortir en temps et en heure, des difficultés à sortir tout court. Donc voilà, majoritairement quand même, c'est les artistes. Là, on va dire, le bout du tunnel est en vue, c'est-à-dire que tu finis le 3e, on va pas vendre la prognos, mais tu finis le 3e tome, on va dire que tu as passé le plus dur, il reste un 4e tome à faire. Bon, sans doute ces difficultés constitutives, il faut le faire, c'est pas facile de faire un tome, mais comment tu te projettes dans l'avenir de ta maison d'édition? C'est une fois que le 4e tome est sorti, comment tu fais? Est-ce que tu relances un autre titre? Est-ce que tu relances une autre série, un autre univers? Est-ce que tu dis c'est bon, j'ai fini ma guerre générale, j'arrête là? Alors il y a des fois j'ai envie de finir la guerre en effet, mais malheureusement ou heureusement, je pense que l'idée est forte et du coup je suis un peu possédé par l'idée. Donc je me dis c'est vraiment bête de s'arrêter là. Alors là on est ambitieux, donc on a 3 pistes pour continuer. On a une première piste, on va sortir le 1er tome dans un Kickstarter en version américaine. C'est-à-dire qu'on va renvoyer des personnages et le traitement qu'on a fait des personnages aux Américains. Premièrement parce que la base du lectorat est plus importante. Deuxièmement parce que j'aimerais bien savoir ce que les lecteurs américains vont penser de ce qu'on a fait. Soit ils vont nous dire bah, les gars, c'est vraiment pas terrible, soit ils vont nous dire ah, c'est pas mal, c'est bien. Là, ça veut dire que des gens dont c'est la culture adhèrent au projet.
On espère potentiellement, ils sont un peu de travers, désolé, c'est des dédicaces. On espère aussi peut-être avoir un retour, c'est-à-dire que si les Américains disent c'est bien, peut-être que les Français qui ne l'ont pas pris vont dire je vais peut-être m'y intéresser. Par rapport au tome, on a eu des difficultés. Sur le premier, il y a des gens qui m'ont dit je ne prends jamais de premier projet sur Ulule, c'est-à-dire un porteur de projet qui fait son premier projet, je ne prends pas parce qu'il y a 50% de chances que ça se casse la gueule et que je ne vois jamais l'album. Ensuite, certains m'ont dit, moi je ne prends jamais les premiers parce que de toute façon on ne voit jamais les deuxièmes. Donc là, vous avez un premier point à passer. Une fois que vous sortez le deuxième, vous avez des gens qui vous ont dit je ne prends pas le premier, qui prennent les deux d'un coup. Une fois que le troisième est sorti et que le quatrième, c'est la fin, entre guillemets, la fin du premier story arc, il y a des gens qui me disent c'est bon, je vais en faire la prochaine. Je pense que tu auras des gens qui arriveront sur le quatrième tome qui vont dire complet, je le prends. Exactement, il y a des gens qui m'ont dit je vais pouvoir en parler à des copains parce que je vais leur dire c'est bon, ça sort. Donc ça, du coup, je te coupe 2 secondes, mais est-ce que tu envisages même une sorte de TPB qui réunirait les 4 Alors, dans nos projets les plus fous, on aimerait bien faire un omnibus, et dans nos projets au-delà de l'imagination, on aimerait bien faire une édition en noir et blanc, uniquement des dessins de Marty, parce que moi je trouve que le dessin de Marty, je critique pas du tout mes coloristes, loin de là, on en a un maintenant, Eric, qui est vraiment en top, mais je trouve que les dessins de Marty en noir et blanc ont un impact qui peut être intéressant. Donc ça c'est la première chose, on va essayer de sortir aux États-Unis, on va essayer de faire en sorte que le 4e tome français et le 4e tome américain sortent en même temps. Donc on est des choses vraiment linéaires. Après on a 2 autres projets, on a un 2e story arc qui était quasiment présent dès le début, qui ne fera que 2 volumes cette fois-ci. Et en écrivant le traitement, le plot du 2e story arc, j'ai eu une idée sur un 3e story arc, qui lui aussi fera 2 tomes. L'appétit vient dans l'argent, donc le plus t'en fais, le plus t'as des idées. Oui. Alors, on ne veut surtout pas tomber dans le défaut de continuer pour rien dire. Donc pour l'instant, on envisage le 2e et le 3e, parce qu'on a vraiment des choses à dire sur les personnages. Et puis après, on a un autre projet. On a 2 autres projets qui est de faire des origines définitives, donc de sortir des hors-séries qui portent sur un personnage, où là on fait un épisode où on reprend toutes les origines à la fois historiques et celles qu'on a développées, et notre idée ça serait de faire 12 épisodes dessinés par 12 artistes français, entre guillemets, de chacune des périodes. Ce que moi j'appelle le Golden Age français, donc Mitton, Tota, Gouzal. Voilà. Donc ça c'est un projet un peu fou parce qu'ils ont un certain âge, ils ont un rythme maintenant qui est très différent, donc essayer d'aller les choper ça va être compliqué. Puis dernière chose, on a un univers très dense où il n'y a pas que des super-héros. Il y a aussi des personnages de western, des personnages de détectives, des personnages de mystiques. Et on se dit que si un jour on n'a plus rien à dire sur les personnages principaux, on aura sans doute des choses à dire sur les personnages accessoires, et donc de faire des thématiques un peu comme Gotham Central, des choses comme ça. Il y a peut-être des éditeurs aspirants dans la foule orliesse qui nous regardent. Quel conseil tu leur donnerais s'ils envisagent de se lancer là-dedans? Alors, je pense qu'il faut vraiment super bien préparer son projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer dans l'enthousiasme. Il faut se poser des questions. C'est-à-dire qu'il faut se dire, est-ce que mon projet il a un début et une fin? Est-ce que je suis capable de la décrire d'un bout à l'autre? Donc ça, c'est vraiment la première chose, parce que même si on est dans un média ongoing, c'est-à-dire où on s'attend à avoir tous les mois un épisode, je pense que quand on est micro-éditeur, on ne peut pas partir comme ça. Il faut vraiment se dire, un début, une fin, en espace temporel. Et une fin peut-être aussi, faisable. Oui, moi j'ai vu déjà plein de gens qui arrivent en disant j'ai une super idée, les éditeurs n'ont pas voulu, je vais l'éditer, c'est un concept, un cycle en 15 albums. Ça me paraît ambitieux. Nous, notre erreur qui a failli nous coûter le projet, c'est qu'au départ on voulait faire dès le début 5 tomes. On a réussi à le réduire à 4, et en fait 4 c'est beaucoup. Si vous faites un projet, faites-le en 1 tome ou en 2 tomes. Que la personne se dise, une fois que le premier est sorti, il y a quand même de fortes chances que le... Oula, ça va Gaël ? Ça va Gaël ? Donc l'idée
c'est d'avoir une temporalité et puis surtout que vous puissiez le maîtriser. Faites attention, c'est un comédien de rue. Que vous puissiez le maîtriser, vous voyez, et que ça ne parte pas dans tous les sens. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et deuxième conseil, prenez de l'avance avant de lancer votre projet. C'est-à-dire qu'il soit réalisé en partie avant que vous l'ameniez au public, pour que vous ayez des choses à montrer et pour que vous crédibilisiez que la personne fait. Nous, par exemple, quand on a sorti le premier tome, sur le 4e de couverture, il y avait déjà la couverture du 2e. En disant, s'ils ont déjà fait la couverture, ça veut peut-être dire quand même qu'il y a quelque chose derrière. C'est bête à dire, mais ça met en confiance la personne. Donc voilà, c'est ça, je pense qu'il y a deux choses. Soyez pas trop ambitieux, ayez quelque chose que vous pouvez maîtriser et avancer avant de vous lancer. Une dernière chose, peut-être. J'imagine que parmi les gens présents ici, il y en a certains qui découvrent tes activités, donc qui n'étaient pas là pour le financement, qui t'ont pas croisé sur des festivals. Donc aujourd'hui, si on apprend l'existence de Centaure Chronicle, comment on se procure? Comment on se procure? On va sur le site centaurecchronicles.com. Il y a un petit onglet acheter. Vous pouvez acheter le premier, le deuxième ou les deux en même temps. Et puis on va le mettre à jour avec le troisième. Donc il y aura là aussi des choses. Donc pour acheter, c'est cette manière. Vous pouvez aller dans certaines boutiques, il y a Central Comics, il y a la Casa Bulle à Agnières, enfin on a. Mais c'est quand même assez restreint, les festivals où on est. Et puis pour garder contact, on a des pages Facebook, on a une page projet, Centaure Chronicles, et on a une page groupe où là on diffuse plutôt des images. Ok. Et ben, sur ce, je crois qu'on va prendre congé. On va vous remercier de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous aura intéressé. Si vous avez des questions, je reste là. N'hésitez pas. D'abord, il est disponible aux questions, il répond, il est poli, il prend sur lui, il n'y a pas de problème. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Xavier.